Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder sur Z Télévision, votre chaîne à partir de Kinshasa. Sur ce plateau, un nouvel invité, Laurent Onyemba. Il est docteur en droit constitutionnel, directeur juridique d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et avocat de formation. Il est notre invité. Avec lui, nous ferons le point sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Maître Laurent Onyemba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette toute première participation ici sur nos plateaux. Merci beaucoup, Floride. Voilà. Alors, je vous ai présenté. Je voudrais, pour la toute première question, avoir votre analyse sur les 5 premières années de la gouvernance Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Je vous remercie énormément, Floride. Ce qu'il faut noter est que le président Tshisekedi prend le pouvoir dans des circonstances assez controversées. Il n'est plus un secret que de polichinelle que de dire aujourd'hui que le pouvoir a été plutôt sous forme d'une démocratie octroyée. Il n'y a plus de honte à le dire. Les gens proches du pouvoir passé, compromis à l'africaine, vous j'ai dire. cité, je crois que c'est j'ai oublié son nom, mais plutôt beaucoup plus, un ami à moi et un frère, M. Henri Magie, a eu à le dire. D'autres personnes ont pu le dire. Et plus grave encore, le président de la France, à la suite des propos de son ministre des Affaires étrangères, est arrivé à le dire devant le président Tshisekedi au Palais de la Nation, parlant d'un conflit qui était en fait latent entre le Congo et le Rwanda, a trouvé des mots pour parler de notre alternance politique et démocratique, comme quoi il y avait un compromis à l'africaine. Donc, du point de vue politique, il n'y a plus de honte à dire que les 5 ans de président Tshisekedi ont été marqués fondamentalement par ce pouvoir octroyé, et c'était justement la justification de cette majorité qui était essentiellement celle du FCC et que lui avait pris la présidence. Mais l'analyse sur le bilan ne doit pas être basée sur ça, tout simplement. Non, mais il faut pas ne pas perdre de vue que la suite des événements est dictée par le fait que le président Tshisekedi n'a pas gagné les élections de 2018 et que la machine électorale autour des faucons du président Joseph Kabila ont décidé de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné aux urnes. Cela dicte les tâtonnements et le chevauchement des responsabilités des 2 premières années. Alors qu'il fallait travailler dans le sens de consolider cette majorité, la première erreur, c'était de s'octroyer, sans passer par des mécanismes constitutionnels, une certaine majorité virtuelle. Je l'avais dit en son temps, je crois que c'est le professeur André Mbata qui a dit qu'on n'avait pas besoin d'identifier la majorité, on n'avait pas besoin de nommer un informateur. Nous l'avons dit, qu'il fallait nommer un informateur qui avait la mission d'identifier la majorité. Et regardez l'intelligence constitutionnelle. C'est qu'en fait, avec l'interprétation du mandat non impératif, la dernière jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans une démocratie censée être une démocratie des partis politiques, parce que ce sont les partis qui vont à la compétition électorale, dans ma thèse, j'ai eu à le démontrer, que même l'avènement de regroupement était en fait en violation de la loi. Aujourd'hui, les députés sont devenus beaucoup plus libres qu'ils ne l'étaient hier. Et donc, on est comme dans une sorte comment dirais-je, j'ai fini par là, on est comme dans une sorte de tourbillon constitutionnel et que personne ne peut prétendre avoir la majorité. Et après les 2 ans de ces erreurs dictées par les chevauchements des majorités présidentielles et majorités parlementaires, la suite n'a été qu'une sorte de stage au sommet de l'État. Du point de vue sécuritaire, du point de vue social, du point de vue, bref, à tous les niveaux. Il n'y a aucun secteur qui fonctionne. Alors, si je comprends bien, c'est ce qui a d'ailleurs donné lieu à l'intitulé de votre thèse. Non, mais écoutez, l'intitulé de ma thèse, c'est les partis politiques et la construction d'un État de droit constitutionnel en République démocratique du Congo, contribution à la théorie d'un droit constitutionnel congolais des partis politiques. L'idée est venue de quelque chose, en 2-3 mots. Oui. C'est qu'en fait, la déliquescence de l'État est une transposition de la déliquescence des partis politiques. Les partis naissent
comme des structures patrimoniales, alors que ce sont ces partis-là qui doivent aller à la compétition électorale. Lisez l'article 6 de notre Constitution. OK? La Constitution laisse une place de choix. Alors, une place prépondérante aux partis politiques dans l'encadrement social, dans l'éducation civique, et que c'est eux qui vont à la compétition électorale. Et donc, les animateurs des institutions proviennent essentiellement des partis politiques. Et c'est ce que vous appelez le multipartisme pervers. Non, mais ça, c'est plus tard. Oui. Dans l'entretemps, l'État est dans une situation de déliquescence telle que il y a en fait une radioscopie réelle de la patrimonialisation et même le marchandage qu'il y a au niveau de la naissance, du fonctionnement et de la dissolution, même de la fin des partis politiques. Et donc, comme j'ai observé cette situation que, en fait, elle est dictée par le nombre de partis politiques en réalité, qui vont à une compétition comme des tourbillons. On est à 1000 partis politiques. On ne peut concevoir que ces derniers remplissent leur mission si on abandonne pas ce que j'appelle un multipartisme pervers au profit du multipartisme rationalisé. Ça veut dire revenir aux fondamentaux. La droite, gauche, centre et l'ensemble des partis qui ont d'autres spécificités constituent les 4 mêmes blocs. Donc, c'est cela ma thèse. Et il n'y a qu'à ce niveau-là que nous allons construire un État réel, un État de droit, et que cet État de droit qui va devoir proposer aujourd'hui ce que j'appelle le droit constitutionnel commun des partis politiques, qui dépasse le droit constitutionnel institutionnel, le droit constitutionnel lié justement à l'apprentissage de la gestion de l'État, au fonctionnement de l'État, et le droit constitutionnel axé sur les libertés publiques tel qu'enseigné. Et aujourd'hui, il y a un nouveau droit constitutionnel qui en fait touche l'aspect anthropologique, sociologique de la naissance même du pouvoir et de ceux qui nous gouvernent. Alors, cette rationalisation alors des partis politiques passe par quoi dans un État comme le nôtre? Non, mais je dis d'abord, il faut une éducation civique dans les partis. Verrouiller de la naissance au fonctionnement la manière d'avoir des partis politiques. Dissoudre, pas seulement dissoudre l'ensemble des partis qui existent, organiser des primaires au regard de philosophie politique, au regard de projets de société et dégager les 4 grands ensembles. OK? Comment vous pouvez imaginer que l'UDPS et le PPRD soient toujours, de tout le temps, l'un à l'opposition, l'autre au pouvoir, alors que tous sont des sociodémocrates? C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et donc, pour moi, il faut d'abord, fondamentalement, nous intéresser à comment naissent les partis politiques. Pour vous en convaincre, juste un petit exemple. Observez les élections dans la ville de Kinshasa. Non seulement en dehors du bloc des fils d'abord des enfants de la CENI, parce que chaque membre de la CENI avait un quota pour nommer un député, et vous allez voir que les enfants Matembo, les enfants, le cousin Manara, le cousin Seya, tous sont députés. Mais observez, même le bureau de l'Assemblée nationale, vous allez vous représenter que ce sont les fils A. Alors, et donc, c'est cela le problème du Congo. Cette parenthèse-là, on va l'ouvrir. Est-ce que sur le plan de l'éthique, des responsables de la Commission électorale nationale indépendante dans votre pays qui organisent le processus, les élections, et en même moment, vous avez les membres de ces responsables, députés, est-ce que sur le plan de l'éthique, c'est passable? Non, mais déjà avant l'éthique, cela viole la loi. Cela viole la loi. Est-ce que vous vous imaginez qu'en France, un animateur d'une quelconque commission électorale arrive dans sa maison et son fils, avec la poudre, comme s'il vient d'avoir son bac, vient dire merci à son père, mais les jours qui suivent, il a démissionné. Vous vous imaginez le cambisme électoral qui s'est opéré dans ces pays. Moi, je suis un candidat, je viens de Katakokombe. Vous parlez ici des machines dans des maisons, mais à Katakokombe, c'est des milices. On va en parler. OK? Oui. Et donc, je sais vous dire que nous ne sommes aujourd'hui à la physionomie que nous voyons de notre État. Si l'État veut dire démocratie, si l'État veut dire élection, c'est que nous sommes ni un État, nous sommes ni une nation, nous sommes une juxtaposition étourdie des tribus qui se trouvent sur l'espace géographique X, sans État et sans nation, parce que le peuple ne nous donne pas le pouvoir de parler en son nom. Il y a donc déjà un groupe d'individus qui nous représentent par défi. Et comment vous pouvez vous concevoir que la CENI, qui a une mission, et je peux vous lire la loi, la Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit? Article 211. Il est constitué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Vous avez vu à un endroit où il est dit que la Commission électorale indépendante a le pouvoir d'invalider un groupe de candidats sous peu de quelles dispositions. Même la loi électorale ne dit nulle part. Vous avez vu dans une circonscription de quoi? L'invalidation dont on a parlé, elle est anticonstitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle et je pense que ceux qui sont concernés par cette décision devaient porter plainte contre l'animateur de la CENI, essentiellement le président de la CENI. Deuxième élément qu'il faut souligner. La CENI commence à opérer des arbitrages. Vous avez vu à Roumoux, un député provincial a été remplacé par un autre du MLC sous prétexte que la CENI a trouvé qu'il était, je ne sais pas moi, un chef rebelle. Est-ce que la CENI s'est autoproclamée comme une juridiction électorale? À quel niveau? Une juridiction de contentieux, une juridiction de la régularité du processus, une juridiction de la légalité des candidatures. Ça devrait se une faire, aberration historique. Ça devrait se faire au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais absolument. Je pose la question. J'ai posé la question sur le cas de M. Kalumba, Mwanangongo, qui aussi se retrouve parmi les 82 invalidés. Mais il est revenu il a été proclamé. Nous posons la question, pourquoi? On dit non, il y a eu un recours. Alors, ça commence à nous intéresser, nous, comme spécialistes du contentieux des actes. Est-ce que la CENI quelle est la nature juridique de ce recours? C'est un recours préalable, c'est un recours administratif, un recours gracieux, et ça a quel effet en droit? Si donc la CENI commence à recevoir des recours, quel fait la Cour constitutionnelle? Et nous nous posons la question, parce que la CENI n'a pas publié les PV. Et vous savez, en droit des actes, ce n'est pas la Commission électorale nationale ou les PV qui sont attaquables devant le Conseil d'État si ça vient de droits garantis aux particuliers. C'est plutôt le décision du président. Mais le président ne publie qu'un communiqué. Et donc, en allant au Conseil d'État, on piège l'intelligence classique parce que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître le sort dicté par un communiqué. Si la CENI est sérieuse, pourquoi la CENI n'a pas, ou le président de la CENI n'a pas pris la décision, parce que ce sont ces actes à lui qui sont pris en charge par le pouvoir judiciaire, essentiellement le Conseil d'État. Ça veut dire que c'est un groupe de cambistes électoraux qui se sont organisés en s'octroyant des pouvoirs exorbitants ultra petita pour diluer la valeur d'une nation. Et ces gens-là devaient répondre devant l'État judiciaire. Moi, je me pose même la question, comment on peut présenter des corrupteurs sans corrompus? Comment on peut présenter des corrompus sans corrupteurs? Si les gens détiennent des machines, on ne peut pas me dire que ces gens sont arrivés à comment on appelle le pays qui a fabriqué les machines ici? La Corée. La Corée. À nouveau, pour se fabriquer des machines, c'est la CENI qui avait l'exclusivité de garder les machines. Et ensemble de Moïse Katumbi, nous avons eu le temps de le dire. Donc, avant, les machines étaient dans les bras des autres. Ça suppose que tous ces candidats qui possédaient des machines à la maison les ont obtenus de la CENI. Auprès des responsables de la CENI. Absolument. Absolument. Et il n'y a aucune alchimie juridique qui puisse sous-tendre une réflexion contraire. Parce que personne n'avait sa machine à la maison. Est-ce que lors du transport de ces matériels, il se pourrait que quelque chose de mal aussi se soit arrivé pour prendre les machines? Non, mais ça se justifie. Oui. Ça s'est fait, par exemple, au Sankourou et ailleurs, où il y a des petits roitelets qui pensent que c'est eux ou rien. Moi, je connais des circonscriptions où il a été signalé que ce sont le faucon du pouvoir de l'Union sacrée qui serait en fait en train de distribuer les machines. Les machines partent dans leur secteur d'origine, on vote un jour après et puis on ramène en ville. Et il y a des camions qui vont prendre les électeurs pour les transposer à nouveau dans d'autres sites électoraux. Et vous avez vu la CENI, le lendemain du vote a dit tout le monde peut voter partout. Pour preuve, comment dans un bureau électoral où il est prévu avoir 100 électeurs, comment on peut en trouver 300? Comment on peut trouver 300 électeurs? Parce que même la loi dit que les dérogations ne peuvent pas dépasser 10% du nombre. Alors, quel vaut un procès verbal, ok, qui est dans une telle situation? Troisième exemple. Vous êtes dans une circonscription électorale comme à Katakoum où il n'y a ni police, il n'y a que 3-4 policiers qui sont d'ailleurs au service des mêmes personnes qui sont ici à Kinshasa qui occupent des charges d'État. Et ils vont dans leur secteur d'origine avec leurs cousins et neveux, avec des milices structurées. Moi, ça m'étonne qu'on puisse invader les gens ici, qu'on invade des personnes au Sankourou.
Ça signifie que... Vous pensez à Christophe Lutundula. Pourquoi d'abord vous contestez son élection? Non, mais écoutez, Christophe Lutundula, c'est un parent que je respecte énormément. Oui. Mais la loi sanctionne les violences électorales. En l'occurrence, un de ses collaborateurs immédiats, aujourd'hui animateur d'une structure de l'État, ok, à Kinshasa, s'est transporté dans un bureau de vote, a donné l'ordre à la police nationale congolaise de tirer à bout portant sur le chef de groupement qui n'était qu'en train de travailler dans son entité pour qu'il n'y ait pas de tricherie. De tirer. On a tiré à bout portant. J'ai la vidéo, il a montré l'activité en elle-même. Et on a hypnotisé, on a chassé tous les témoins des candidats, dont le mien, étaient chassés parce qu'on devait organiser cette tricherie. Et on ne peut pas passer comme ça à côté de l'objectif. Et je peux vous surprendre, dans le village de Yangunda, qui est un village proche d'un candidat de Katakokombe, un bébé de 6 mois a voté. Attendez, une maman vient avec son bébé, doté d'une carte d'électeur, parce qu'il est du secteur de M. Christophe Lutundula, demande, ok, qu'elle vote. Ce rapport-là apparaît dans les rapports de la Senco. Vous êtes un homme de droit. Non, je dis, je suis un homme de droit. Oui. C'est un témoignage reçu. Allez-y. Ok? Oui. Et cette maman vient avec son bébé et s'adresse au bureau de la CENI. Le monsieur, du bureau de vote. Le monsieur ne veut pas. La dame lui dit, ici c'est chez nous. Mon fils doit voter. Il a mis la pression et vous vous imaginez, les agents étaient dans une situation d'insécurité totale. On a donné un bulletin à cette maman-là qui a voté pour le compte de son fils. Je peux vous dire comment ça s'est fait à Katako. 80% des bureaux de vote, ou plutôt des machines, se sont vus déchargés. Ok? Vous arrivez à le chemin Peng, vous votez 10 bulletins. On vous dit la machine a atteint le quota de vote. Et soit le bureau, la machine a atteint le nombre de bulletins. Le quota de vote? De bulletins de vote requis. Oui. Ça veut dire, au 35e bulletin, la machine se bloque parce qu'on a déjà voté la nuit. Soit encore, la machine se décharge. Je vous 35e. Je peux vous montrer les procès-verbaux. Posez la question à Katakokombe, posez la question à Tamba Zélé, posez la question à Gilles Lodi, posez la question à tous les autres. À Katakokombe au profit de Christophe Lutundula. Mais alors, parce que les machines, je l'avais dénoncé. Il y a un certain Oumba qui est le chef d'antenne, qui est en fuite aujourd'hui. Je l'avais dénoncé déjà au mois d'octobre. J'ai écrit au président de la CENI. Comme nous sommes dans une sorte de civilisation de l'oralité, personne n'a même accusé de réception. J'ai copié le président de la République, j'ai copié les animateurs de la Cour constitutionnelle, j'ai copié l'ensemble des autorités judiciaires pour dire qu'on vient de nommer un compatriote qui a fait l'objet de poursuites judiciaires pour dissipation de machines en 2011. Mais comment ça se fait chez nous? Tous les animateurs, tous les faucons de Sankourou, c'est-à-dire tous ceux qui sont dotés de pouvoir d'État, ministres, députés, ambassadeurs, ils font des messes noires la nuit. Ils viennent faire le lobbying à la CENI. Chaque chef d'antenne de chaque territoire est dans la poche d'un individu. Cher Floride, quand vous regardez les gens qui viennent de Sankourou en cravate, ils parlent français ici, c'est des Lubumbashi sur le Kinshasa, c'est des criminels au Sankourou. Mais chacun a une milice et chacun est élu parce que, comment dirais-je, est en fait le produit d'une représentation par défi. alors, dites-moi. Il ne faut plus avoir du respect pour ces gens, ils ne sont pas nos représentants. Alors, dites-moi. Vous avez saisi la Cour constitutionnelle. Je suis la Cour constitutionnelle. Vous croyez que votre démarche et la démarche de tous les autres candidats qui se retrouvent exactement dans votre position trouvera gain de cause? Moi, je suis un républicain. Mon objectif en allant à la Cour, c'est que je compte effectivement que la Cour me rétablisse dans mes droits. La CENI m'attribue 2500 voix. Mais j'ai des procès verbaux. Encore qu'il faut signaler ici, quand la Cour, et je le dis à l'intention de la Cour, quand on commence à nous parler, parce que moi je suis spécialiste des contentieux des actes. Je suis le disciple de Dieudonné Kalouba. Ok? Qui est le maître dans cette matière-là, même Everest Bouchab peut le reconnaître. Qu'à la Cour, en termes de contentieux des actes, il n'y a pas plus grand dans ce pays du point de vue professionnel que Dieudonné Kalouba. Donc, je suis le valable disciple. OK? Et donc, je sais vous dire ici que le PV
qui ont droit de citer. Ça veut dire les PV qui sont pris en compte au niveau des contentieux des actes, c'est des PV signés par l'ensemble du bureau, des membres du bureau de vote et l'ensemble des témoins. Mais c'est trompé. La Cour doit se regarder en face et savoir qu'à l'arrière-pays, il n'y a pas de gens qui ont des PV. Si vous voyez quelqu'un vous amener des PV signés, c'est que ce sont les animateurs, ceux qui ont leur chef d'antenne, qui ont donc déployé des bureaux là où ils sont favorables, et ce sont ces gens-là qui ont triché en fait, avec beaucoup plus de structures possibles. Les autres qui sont de l'opposition, vous ne pouvez jamais avoir 10% de PV dans une circonscription. C'est déjà ça le premier élément comme indicateur de la tricherie. De la tricherie. Il n'y a que des plis, parce que la majorité des machines se déchargent à 200 km, et c'est en arrivant au centre, au chef d'antenne, qu'ils viennent à nouveau charger la machine pour avoir les clés USB en vue de transmettre le résultat. Et donc, les plis que les gens détiennent, ce sont les plis, en réalité, qui ne sont pas les PV. Formalité. Formalité. Et jamais au monde, je vous jure, jamais au monde, une élection aussi chaotique, un tel braquage électoral n'a eu droit de citer. Le chef de l'État l'a dit, et c'est ça l'unique espoir que moi j'ai. Un indicateur, il dit, nous avons appris de nos erreurs. Je suppose qu'il y a un dialogue, comme on dit, il y a un dialogue à un certain niveau pour réparer les injustices. Et nous croyons qu'à Katakokombe, moi, au Niemba, j'ai été élu et que la Cour va devoir me remettre dans mes droits les plus légitimes, pas que j'ai été élu. Mais alors, si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle s'est décidée de remettre certains d'entre vous dans vos droits, ça veut dire 70% de ceux qui sont aujourd'hui élus vont sortir dehors. Mais alors, vous vous imaginez, hein? Mais il y a des responsables politiques. Floride, en droit, on dit la fraude corrompt tout. Donne-moi une explication contraire. Que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été élu avec 73%. J'ai suivi mon aîné et collègue professeur Noël Boutakile, qui a sorti des plis de 50 000 bulletins en faveur du président Tshisekedi. Vous avez suivi la liste, faites la moyenne générale, de 82 invalidés. Les voix qu'ont obtenu ces gens, et regardez l'impact, parce que chacun de si quelqu'un avait eu 100 000 voix, c'est que le chef d'État a été voté dans sa circonscription avec 150 000 voix. Si vous prenez la moyenne générale, prenons sur chaque invalidé, le chef de l'État pouvait avoir 10 000 voix. Faites la moyenne. 10 000 fois 82. Et ça, ce sont des gens qu'on a identifiés. Sans compter le Sankourou, sans compter la fameuse liste, pas qu'on a entendu des murmures comme quoi il y a une liste de plus de 200 encore qui chômeraient. Alors dites-moi, au regard de l'équité devant la loi, sur le pied de quelle disposition la CENI d'abord a invalidé, comme je l'ai dit. 2, n'a pas publié la liste, la deuxième liste. 3, quand on envoie le dossier à la Cour de cassation, alors je veux que la CENI nous réponde. Elle ne sait pas, elle, la CENI, qu'il y a une différence entre les élections électorales et les élections pénales classiques. Si la CENI commence à prendre un dossier, si elle va à la Cour de cassation, elle vient comme renseignant, elle vient comme plaignant, elle vient comme témoin, elle doit répondre à toutes ces questions. On n'est pas dans une jungle, nous sommes dans une république dite de droit. Nous sommes dans un état dit de droit. Comment on peut s'ériger en juge et partir alors que la CENI devait répondre aux questions selon lesquelles qui a donné des machines à ces groupes d'individus, des compatriotes qui se sont permis de tripatuer les votes. Première chose. Deuxième chose, comment ne pas nous montrer le lien entre ces votes et les votes du président Tshisekedi? Troisième chose, pourquoi n'avoir pas suffisamment publié l'ensemble des gens? Quatrième chose, elle doit nous dire, est-elle devenue une juridiction du contentieux et pourquoi elle a traité le recours de certains? Alors, vous avez été pris dans votre propre piège parce que aujourd'hui, vous donnez raison au FCC qui n'a pas participé à ce processus électoral. Non, notre dynamique était une dynamique jusqu'au boutiste. Oui. Nous savions que le pouvoir en place n'était pas en fait prêt pour organiser les élections. Mais la vérité est ailleurs. C'est que on a voulu nous amener dos au mur pour programmer justement un glissement. C'est parce que nous avons été jusqu'au boutiste
que le glissement n'est pas venu. Mais dans tous les deux cas, vous êtes perdant. Non, mais écoutez, on n'est pas perdant. Oh. Il n'y a qu'au Congo qu'on croit qu'on a gagné parce qu'on a pu donner l'argent à quelques 2-3 chefs d'État, on leur a affrété des jets et croire qu'on a une ouverture diplomatique. Pour vous en convaincre, le chef d'État reçoit ses homologues, au moins 19. Où était le ministre des Affaires étrangères? Parce que nous sommes, nous, ouverts au monde. Le problème, c'est pas le ministère. Attendez, le problème, c'est leur présence. Je vais vous montrer la démonstration. Nitoundil était où, à votre avis? Non, alors, écoutez, je ne vais pas personnaliser le débat. D'accord. Et le ministre des Affaires étrangères était où? Alors, je dis ceci. Oui. Ce n'est pas le fait qu'on ait amené 19 chefs d'État à Kinshasa Oui. qui nous crédibilise. C'est quoi? Le monde entier, toutes les télévisions du monde parlent de ce braquage électoral. Bien sûr. Et donc, du point de vue de la facture démocratique, le Congo ne représente plus rien. Mais il y a Tout le monde sait il y a eu que... des félicitations. Non, mais écoutez, Floride, Oui. vous êtes un journaliste pointu, Oui. vous avez une carrière assez fournie dans la presse et vous devez avoir des informations suffisantes sur la diplomatie, mais c'est une diplomatie de façade. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais temps non plus. Tout le monde dit, ou les médias de leur pays disent que dans ce pays-là, il y a eu braquage électoral. Mais quand ils viennent, d'abord la majorité, c'est des gens dont le deuxième mandat est à la fin. Donc, ils sont dans des promenades de salon. Ils ne viennent pas faire la diplomatie qui engagerait leurs États dans les jours à venir. Les autres, c'est des chefs de guerre. Dites-moi ce que vous gagnez d'un président gabonais. C'est une leçon de démocratie ou c'est pour vous appuyer? En quoi le Congo gagne si un putschiste arrive pour saluer le chef d'État après un braquage électoral? Il n'y avait pas que lui. Non, mais je dis ceci. Un exemple. Je peux vous donner Oui. tant d'autres exemples. Ouattara est à la fin de son mandat. Macky Sall, la même chose. Macky Sall s'est choisi des adversaires. Macky Sall, aujourd'hui, n'a plus de crédibilité du point de vue international. Le président Sassou, c'est le modèle parfait d'une dictature programmée. Et donc, il ne faut pas nous dire que le fait que ce d'État soit venu au Congo, ici, ça crédite l'hypothèse d'une élection crédible. Si cela était le cas, c'est en contradiction avec les propos lui-même du président Tshisekedi qui a dit qu'il a appris de ses erreurs. Si aujourd'hui on rétablit Maître Laurent Onyemba dans ce droit, aujourd'hui proclamé député élu, et les élections aujourd'hui deviennent crédibles. Ben écoutez, c'est une question. Vous ne me connaissez pas. Oui. Je suis un des rares Congolais les plus cohérents. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'abord d'être rétabli dans mes droits, parce qu'il y a eu violence électorale à Katako. Il y a eu braquage, comme on peut dire, jamais imaginé Oui. dans un processus électoral. Et Katako n'est pas un cas isolé. Et j'estime que, connaissant les magouilles qui sont autour des comptages de voix, connaissant la difficulté qu'il y a à présenter les procès-verbaux, je suis tombé sur une violence électorale parce que le monsieur qui est l'auteur de ces violences est lié à M. Christophe Lutundula. C'est un mandataire public. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il est allé chercher à Katako pendant les opérations de vote. Ce dossier est devant la justice. Hein? Oh non, attends. Je dis ceci. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il est parti chercher à Katako. Et j'ai des images où il est dans plus de 10 centres. Et aussi, on doit lui poser la question. Aussi, vous êtes sûr que pendant cette période-là, il n'était pas à Kinshasa et qu'il était au Sankuru? Mais alors? Très bien. Vous pensez vraiment? J'ai même une plainte qu'on a déposée contre lui. Ok. On va. Le chef du groupement qui était l'auteur, justement, plutôt victime lors de la cérémonie, d'investiture, le président de la République a reconnu certaines erreurs qui doivent absolument être réparées pour son second mandat. À votre avis, qu'est-ce qu'il a commis comme erreur que vous pourriez vous identifier? La première erreur du président, c'est n'avoir pas pris suffisamment de temps pour se choisir des collaborateurs. Je peux vous parler à cœur ouvert. Je crois au président Tshisekedi. Quand je le regarde de ma chambre à la télé, je vois un homme épris de paix, un homme qui veut changer ce pays. Le président... Mais attention, le président Moïse risque de ne pas aimer ça. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Je suis un homme libre. Allez-y. Le fait d'être dans un parti politique ne m'ôte pas le droit de réfléchir librement. C'est un homme épris de paix. Oui. Quand je le regarde, c'est un homme épris de paix. Et je peux vous surprendre. Un jour, nous sommes avec des compatriotes qui parlaient un peu de façon désobligeante du président Tshisekedi. Le président Moïse Katumbi me reçoit à l'Ofoui avec les 3 compatriotes. Il donne l'exemple, il leur dit, mais j'ai eu des plaintes comme quoi vous parlez avec politesse au président Tshisekedi. Pourquoi vous ne le faites pas comme Laurent? Laurent analyse. Là où ça ne va pas, il le dit. Là où ça va, il accepte. Tshisekedi reste un frère.
Moi-même, je suis parti à Kachoubé. Je suis l'unique membre du parti politique à avoir célébré la messe pour consacrer la campagne à Dieu, à Kachoubé. C'est l'unique. Allez-y. Et le président Moïse, quand nous finissons de manger, Les erreurs. nous partons dans son salon et je lui pose la question, une question privée, hein, sur Tshisekedi. Oui. Il dit, Laurent, Félix est un frère. Donc, je garde ma liberté. Maintenant, les erreurs. Le président ne s'est pas choisi de collaborateur. D'abord, une incompétence imprescriptible autour du président. Pour vous en convaincre, ils ont dédoublé le gouvernement avec des structures, je voulais dire, de l'abivore. Et les peu qu'ils ont monté comme projet, ils ont mis en poche. Chez les genoux, c'est le parlement qui l'a dit. RAM. Où est l'argent des RAM? J'ai entendu dire qu'on a construit l'université de Mbujimayi. Ça signifie que vous collectez l'argent de l'ensemble des Congolais et vous allez résoudre un problème tribal. C'est une erreur grave, même en communication politique. L'instrumentalisation de la justice. Comment le président de la République peut à son niveau? Votre directeur de cabinet, vous avez tous les leviers pour arrêter toute démarche allant dans le sens de l'amener en justice. Il va quand même en justice. Il est en procès. Et vous déclarez que cet homme est juste. Dans quelle situation psychologique vous mettez le juge? Vous parlez de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Oui. Et vous connaissez un pays au monde, pas qu'on parle on parle de Kamerhe. Un seul pays au monde où un directeur de cabinet est chef de l'État, dans le cadre d'un projet d'État de 100 jours, fait dissiper ou aurait dissipé 50 ou 58 millions de dollars. Il va en prison, il est condamné à 20 ans au premier degré. Il est condamné à 13 ans au second degré. Il est acquitté, pas parce qu'on a démontré qu'il n'a pas volé l'argent ou qu'il n'a pas détourné l'argent, mais parce qu'il y a une erreur de procédure, c'est-à-dire au niveau de la forme, et que ce monsieur quitte la prison, qu'il rentre aux affaires, il est vice-premier ministre de l'économie et il est député national. Ça se fait jamais. Vous connaissez un seul pays au monde? Le chef d'État ne peut pas nous dire qu'il ne pourrait pas faire arrêter ce système-là. Troisième erreur, la chasse à la sorcière. L'arrestation brutale de Moukébaï, injuste. L'arrestation brutale de Salomon Escadela. Et, cher ami, pas que nous parlons de Salomon. Salomon est interpellé à l'aéroport d'Ndjili comme un djihadiste. Salomon a des faits qui pèsent derrière. Et Salomon Kalonda, non seulement comme un djihadiste, oui, mais il pèse sur lui le fait de détenir une arme. Oui. Salomon est appréhendé par la DENIAP. Il est auditionné. Il est présenté au parquet. Il est devant son juge. Aujourd'hui, dans une situation humanitaire, parce que la santé est plus que fragile, au lieu que ceux qui l'ont arrêté en disant qu'il a une arme sur lui puissent se répondre devant le président, parce que vous ne pouvez pas arrêter un compatriote sans avoir suffisamment de preuves. Il monte un autre dossier pour parler plutôt de communication avec le M23. C'est une honte. Alors, je voulais dire au président Tshisekedi. Pour vous, cette histoire-là n'existe pas. Attendez. Communication. Monsieur le Président, oui, parce que vous avez dit apprendre de vos erreurs. La première erreur, c'est la chasse à l'homme qu'on fait à ceux qui sont présentés comme vos adversaires. On n'est pas d'ennemis, Monsieur le Président. Vous connaissez Salomon comme un pacifiste, Monsieur le Président. Je vous parle avec cœur ouvert. Monsieur le Président, si vous avez appris de vos erreurs, la première décision, c'est la décrispation politique, parce que c'est le miroir qui nous permet de ne plus parler politique, de nous regarder comme nation, parce que la menace qui est en face de nous est plus importante que les postures des individus. Ceux qui ont amené Salomon devant leur juge, Monsieur le Président, ils devaient venir devant vous pour vous dire où est l'arme. Parce que Mapon a dit que cette arme appartenait à son garde du corps. À quel moment le dossier naît pour les communications avec l'M23, Monsieur le Président? C'est une honte. Il faut arrêter l'affaire. Et donc, pour moi, pour terminer autour des erreurs, oui, c'est notamment la cassure, comme je l'ai dit, de la société congolaise. On a vu des groupes d'individus qui voulaient faire plaisir au pouvoir, créer des médias qu'on appelle les médias de 12e rue, qui insultent les gens à longueur de journée. Il suffit que Jean-Pierre Bemba fasse une moindre déclaration. On l'insulte. Le lendemain, il est l'héros. Le jour Kamer fait ceci, Kamer est un dieu. Le jour Kamer dit qu'il a une telle position, Kamer devient le diable. Autant qu'on a cultivé
cette culture du tribalisme. Alors, vous savez, le tribalisme, plus vous le criez, plus vous l'adoptez. Et le discours, l'erreur fondamentale du président Tshisekedi, c'est d'avoir mis en exergue un discours identitaire. Nous sommes une nation. Lui-même a dit qu'Atumbi était un Congolais. Discours identitaire? Oui, mais le discours identitaire. Donnez-moi ce discours. Non, le président dit les Congolais de l'étranger. Non, c'est un terme. Il faut être dans son contexte, il faut comprendre Mais que les justement, Congolais de l'étranger, ce sont les Congolais qui vivent à l'étranger. Quand un concept sort de son contexte, il devient un prétexte. Je n'ai pas fait le journalisme, c'est vous qui l'avez fait. Est-ce que le Congolais lambda qui est à Katakokombe, qui est à Ankuru, qui est à Kabea Kamwanga, a la perception du Congolais de l'étranger? Les gens retiennent Congolais étranger, c'est deux mots. Ça veut dire que le président, qui lui-même a dit que Katumbi était un Congolais, finit par dire au Congolais que Katumbi n'est pas un Congolais. Pour vous en convaincre, l'homme qui est aujourd'hui plus proche du président, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à parachever les contenus sémantiques de ce discours des Congolais de l'étranger. Est-ce qu'on parle des Congolais de l'étranger parce qu'il est Congolais dicté par les politiques étrangères, ou on parle des Congolais de l'étranger parce que c'est un Congolais qui est venu de l'étranger ou qui n'est pas Congolais? Alors, ce n'est pas le parachèvement de la loi dite. Attendez, la loi dite de père et de mère. Comment le président entend réparer socialement, sociologiquement et anthropologiquement les vestiges des postulats plantés par ces discours de campagne? Les élections sont passées, mais ça va être corrigé. La cassure est là. On a parlé des erreurs du passé. Ça non, mais pour corriger, il faut la décription politique. Oui. Il faut que le président se regarde dans le miroir. Parce que, à mon avis, si le président voulait de quelque chose, avec ces élus nommés qui sont d'une facture aussi bien d'érosion mentale, éthique que démocratique, c'est trop fort. De dissoudre le Parlement trop fort. pour organiser les élections. Réorganiser les élections. Je dis ceci. Les députés qui sont dans cette assemblée oui. n'ont aucune valeur de légitimité, n'ont aucune pointure du respect vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, sont une production d'un groupe de cambistes politiques qui se sont arrogés le droit ou qui s'est arrogé le droit de nommer. Et je peux vous jurer que ici à Mouamba, allez vous allez trouver des gens à Mouamba ici, avec des PV de 500 voix. Mathématiquement. 500 voix à l'Assemblée. Je dis ceci, dans un procès verbal, oui. Vous allez trouver des gens qui ont triché avec des PV dans un bureau de vote ou dans un centre avec 500 voix. Il est mathématiquement impossible pour une machine avec quelqu'un qui ne l'a pas pratiqué, qui fait devant la machine 4 minutes. Si vous commencez le vote à 6 h ou à 5 h, jamais, alors jamais à 18 h, vous allez trouver quelqu'un avec 500 voix. Ce sont des gens qui ont triché et ce sont des gens qui ont en fait arraché la légitimité du peuple. On va terminer cette émission. Plus de 200 jours que le corps de Chérubin Okende se trouve à la morgue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'organise-t-on pas toujours le deuil? Je ne peux pas être jugé parti. Ici, je suis avocat. Oui. Je ne peux pas, pour une affaire qui est en justice, la commenter dans les médias. Mais je ne peux que vous donner le récit de ce que nous savons comme avocat de la famille de Chérubin Okende. Oui. Chérubin Okende sort de chez lui. Selon son garde du corps, son patron est à la cour constitutionnelle. Il m'a déposé un courrier. Ça, c'est connu. Il ne trouvera pas son patron. Oui. Pour la première fois dans ce pays, toutes les autorités judiciaires réunies ont fait un point de presse. Le chef de l'État a dit au Conseil des ministres, non seulement regretter l'assassinat crapuleux de son collaborateur d'il y a quelques jours, mais aussi solliciter l'expertise des pays amis. Cela a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je suis avec vous sur ce plateau, personne n'est arrivé à dire de quoi Chérubin est mort, où a-t-il été assassiné, pourquoi une balle sur sa tête et quel est le mobile de cet assassinat. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Nous avons écrit à ce jour 7 lettres au parquet. Je n'ai pas encore reçu même l'accusé de réception d'une autorité judiciaire. 7. Et au moment où nous parlons, je t'informe que la famille vient de prendre la décision, et c'est une exclusivité de Floride Dantoto, la famille vient de prendre la décision ultime d'enterrer M. Chérubin Okende sans rapport d'autopsie, sans cérémonie officielle, l'enterrer sobrement et que la justice de Dieu s'abatte sur ceux qui l'ont tué. Avec ça, vous ne demandez pas l'intervention du président de la République? Cher ami, pourquoi vous ne demandez pas l'intervention du président de la République? Alors, je voulais dire au président, pas que vous me donnez la passe. Monsieur le Président,
Chérubin était votre collaborateur immédiat. Chérubin est l'artisan de l'Union sacrée parce que c'est Chérubin qui a permis l'interpellation de Lunkamba. Il est divorcé avec l'FCC. Vous avez dit solliciter l'intervention des pays amis qui ont fait l'autopsie, Monsieur le Président. Pour votre information, je ne parle pas ici comme avocat, je parle comme opérateur politique. La famille de Chérubin Okende n'a jamais reçu les rapports de l'autopsie. Les deux se prolongent. Nous avons écrit et nous avons copié le président de la République comme institution pour solliciter votre arbitrage. Que la famille soit en possession de cette autopsie parce qu'elle a la latitude de demander une contre-expertise si l'autopsie ne va pas dans le sens de ses attentes. Au moment où nous parlons, il n'y a rien qui est fait. Et la famille donc vient de prendre la décision. Je crois qu'elle va vous saisir de façon officielle d'enterrer Chérubin sobrement et que les jugements de l'histoire retiennent que Tshisekedi, le fils de son père, les porte-étendards de l'établi de droit. Sous son mandat, un de ses collaborateurs a été assassiné crapuleusement et qu'on n'a jamais présenté le moindre assassin et personne, vous avez tout le levier de pouvoir, de tous les services, vous connaissez la vérité. Est-ce que vous auriez voulu que Chérubin meure dans ces circonstances? Merci beaucoup. On va finir cette émission avec cette dernière question. Est-ce que Moïse Katumbi est congolais? Je ne réponds pas à cette question. Ça dérange? Non, ça ne me dérange pas. Vous savez que je n'ai pas ma langue en poche quand je dois dire la vérité. Pourquoi vous n'y répondez pas? Parce que vous n'avez pas d'éléments d'info. Non, non, Katumbi est congolais. Il est congolais. Katumbi est congolais. Et je suis l'un des 2-3 qui ont touché son certificat de nationalité. Et vous devez rappeler en passant, je suis un spécialiste contentieux des actes. Les certificats de nationalité se délivrent une fois à la vie. Je peux même te donner la petite histoire en 2-3 mots. On n'a pas le temps pour ça. Non, en 2-3 mots, oui. C'est très important. Tu sais pourquoi la CENI avait demandé l'original du certificat d'enregistrement de M. Moïse Katumbi, alors qu'en réalité, la CENI n'a pas le pouvoir d'exiger les originaux. C'est parce qu'un de nos anciens collaborateurs, un des anciens sociétaires d'ensemble, qui pose un jour la question à Moïse Katumbi à Bruxelles, est-ce que vous avez, pas qu'il lui voit une copie de ce certificat d'enregistrement, il dit, est-ce que vous avez l'original de votre certificat? À Katumbi de lui dire, non, j'ai perdu. Et il a cru donner la meilleure information au pouvoir. Et quand la CENI exige l'original, c'est en conformité avec les déclarations de cet ancien sociétaire qui est aujourd'hui aux affaires. Et il était étonné de savoir que le jet est allé chercher l'original du certificat. Et donc, à partir du moment où Katumbi a son certificat d'enregistrement, plutôt de nationalité, il détient la carte d'électeur, il a été candidat à la CENI, à la Cour constitutionnelle. Ce débat-là est un débat dans le caniveau de l'histoire. D'accord. Mais son père n'a pas été congolais. S'il vous plaît, la nationalité congolaise est réglée dans la Constitution. Si vous voulez, je peux vous la dire. Donc, c'est une question. Je peux vous poser une question parce que moi, je suis indoctriné. Oui. Quelle est la garantie que vous avez que vous êtes le fils de votre père? Non, moi, je suis le fils de mon père. Non, quelle est la garantie que vous avez? Ben, je ne peux pas le dire maintenant ici. Non, mais alors, pourquoi vous voulez que Katumbi vous dise? Parce que c'est un débat interminable au Congo. Non, c'est terminé. Il n'y a que vous qui continuez à l'alimenter. C'est terminé. Ah oui? Récemment ici, pendant les élections, pendant la campagne, c'est un débat qui n'était pas terminé. Alors, c'était ça d'ailleurs. Vous créditez ma thèse de la cassure, ou de la montée en puissance du discours identitaire du camp de l'Union sacrée. Non, je ne peux pas dire ça. Merci, Monsieur Laurent Onyemba, d'être venu sur ce plateau. Oui. Et répondre à nos questions. Oui. C'était avec plaisir. Merci beaucoup, je suis heureux et je demande aux compatriotes de venir sur ce plateau. J'ai retrouvé le Fleury de Zantoto que je connaissais à Télé 50. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. J'étais avec Laurent Onyemba, docteur en droit constitutionnel, directeur juridique d'ensemble de Moïse Katumbi, avocat et analyste politique qui répondait aux questions de Floride Zantoto. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.